Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler d'Alain Soral qui va nous donner les noms, les noms de la mafia qui nous gouverne. Car en France, on peut facilement parler de réseaux mafieux au lieu de parler tout simplement de politique. Mais juste avant de l'écouter comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Je remercie Smart TV pour l'extrait, on l'écoute et on en parle juste après. Epstein, qui est la mécanique mondiale, tu sais, de compromat, go-between, compromat, corruption, chantage, voire menace, voire même avec une dimension criminelle, hein, comme pour toutes les mafias, existe aussi en France à son petit niveau, même je dirais en-delà de l'affaire Epstein. En fait, l'affaire Epstein, c'est ça, mais de la manière la plus gigantesque, à l'échelle, on va dire, de ce qu'on appelle le mondialisme. Et je pense d'ailleurs que c'est consubstantiel à l'épopée mondialiste, qui d'ailleurs est pilotée par les Américains, depuis les années, on va dire, les années Reagan, hein, où vraiment il y a eu un accélérateur mondialiste. Et on voit bien que ça participe de ce projet et que c'est logé aux États-Unis. Et que, évidemment, le marqueur central, c'est-à-dire qui sont les donneurs d'ordre, qui sont les financiers, qui sont comment dirais-je, les décideurs, ceux qui tiennent le couteau par le manche, et qui sont les bénéficiaires, eh ben, on le sait, le méga groupe qui finance, hein, on va citer les noms, je vais pas encore parler de liste de Schindler, mais ce sont, hein, on va dire, un cartel de milliardaires juifs intéressés profondément au destin de la communauté juive américaine, de la communauté juive mondiale et d'Israël, il y a les trois dimensions. Donc eux, c'est les financiers. Epstein, c'était le personnage qui était mis au cœur du dispositif pour à la fois faire l'entremetteur, agrandir le carnet d'adresses et faire du compromat, parce qu'en même temps, je t'aide et je te tiens, tu vois, avec une dimension très évidente de délinquance financière et de délinquance pure. Et quand je dis délinquance, en fait, c'est une dimension criminelle dans les deux dimensions. Parce au début, on a vu l'aspect, comment dirais-je, sexualité, hein, c'est-à-dire ce qu'on appelle abus sur des personnes jeunes. C'est comme ça qu'il est tombé à Miami. Il est tombé au départ à Miami sur quelque chose d'assez stupide, c'est que c'est un type qui avait un réseau mondial énorme, mais qui aimait par ailleurs visiblement se faire masser et masturber 3 fois par jour par des filles un peu du sous-prolétariat de la banlieue de Miami, à qui il filait quelques billets de $100. Donc c'est le départ de l'affaire, c'est un délinquant sexuel, c'est assez risible. Et en fait, en avançant dans l'affaire, on voit que c'est bien plus que ça. Et à la fin, on voit que c'est un type qui parle pratiquement en maître avec tous les maîtres du monde, fait l'intermédiaire, l'entremetteur, le facilitateur dans tous les domaines, finance, politique, recherche, hein, c'est leur niveau scientifique, etc., et qu'il est positionné absolument partout. C'est pour ça que c'est compliqué que l'affaire Epstein, parce que la question, c'est pas qui est pris dans les mails d'Epstein, c'est qui n'y est pas. Et après, évidemment, c'est pas parce que un jour Epstein vous a contacté que vous êtes, comment dirais-je, un coupable des réseaux Epstein, parce que par définition, son système, c'était de rentrer en contact avec tous les gens qui représentent quelque chose pour leur proposer quelque chose, hein, en se débrouillant, si c'était possible, pour les amener vers de la délinquance, voire du crime. Et on sait pour ça qu'il y avait l'avion, le Lolita Express, il y avait l'île Saint-James, dit l'île aux esclaves, et il y avait aussi au Nouveau-Mexique, à New York, et à Paris aussi, n'oublions pas, avenue Foch, 600 mètres carrés, hein, ce qui est pas rien, je crois. 800. Des 800, ouais, de toute façon, ça changera pas grand-chose, soit 800 ou 600. Des lieux qui étaient en fait on va dire des bordels privés, suréquipés de caméras, ce qui est quand même. On a souvent parlé de ça, tu sais, le compromat pour les Russes. En fait, c'est quand même, ça existait en France avec, pour ceux qui ne connaissent pas le dossier, l'époque Madame Claude. Le rôle de Madame Claude, qui à un moment donné d'ailleurs a eu des problèmes quand il y a eu un changement de régime et qu'on est passé du pouvoir de droite au pouvoir de gauche, où elle a perdu ses privilèges, mais si on l'a laissé être la mère maquerelle de l'hyperclasse, c'est parce que les prostituées d'élite qu'elle fournissait à une clientèle très haut de gamme servaient aussi, et elle évidemment pilotait ça, d'informatrice pour les services, tu sais, c'est ce qu'on appelle les confidences sur l'oreiller. Ce qui a donné d'ailleurs l'affaire Armédia, l'affaire Lebovici, l'assassinat de 2 jeunes femmes, je crois que c'était au Yémen d'ailleurs à l'époque, et la mise à mort de Lebovici dans un parking du 16e arrondissement. Je rappelle, c'était le patron d'Armédia.
C'était intéressant parce que c'était un juif culturel lié au réseau trotskiste et au service qui finançait Guy Debord et qui en même temps était à la tête de la plus grande agence de comédiens et de spectacles européens. Hein. Donc on voit que quand on s'intéresse à ce que c'est que la, la sociologie profonde et tout ce qu'on nous cache, ou d'ailleurs qu'on voit très bien dans les films. Mais dans les films, on se dit, ça fait un bon scénario. On se rend pas compte qu'en fait, ce qu'on nous montre dans les très bons films américains, les très bons films à intrigue comme ça, finalement, sont très souvent des reflets assez stricts de la réalité. Et d'ailleurs, que des grands auteurs ou des grands scénaristes sont des types souvent qui ont été initiés parce qu'ils ont travaillé pour les services, hein, John le Carré, ou des gens comme ça. Et donc, en fait, on est, avec l'affaire Epstein, on est dans cette logique, effectivement, de réseau souterrain, au-dessus des lois, hein, au-dessus des lois, occultes, évidemment, cachées, qui, en réalité, on se rend compte, tirent les ficelles de ce qu'on appelle globalement le pouvoir. Et là, c'est quand même une révélation et je dirais une douche froide pour les braves gens, pour les gens qui croyaient encore que c'est les ministres qui décident, c'est que les journalistes font un travail de vérité, etc., etc. Et c'est vrai que c'est une énorme douche froide pour le monde entier pratiquement parce que c'est accessible à tout le monde. En plus, avec des systèmes d'algorithmes pour quand on tape un nom propre, on est carrément, c'est très bien fait. Et alors, en revanche, les gens comme moi, on va dire, et je vais dire comme toi, ça ne fait que vérifier qu'on n'est pas totalement, entre guillemets, complotiste, au sens péjoratif, mais que réellement, l'essence même du pouvoir, c'est le complot. Hein, c'est le complot, par définition. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on voit que les commentateurs gênés de ces affaires, qui sont d'ailleurs souvent de la même communauté que la communauté qui est au cœur de ce dispositif, sans doute ont-ils peur de l'amalgame, ce que je peux comprendre, mais le meilleur moyen de ne pas avoir peur de l'amalgame, c'est de se dissocier totalement. Parce que là, avant d'oublier, tu sais, les gens qui me disent, quand vous parlez de cette mafia juive, vous montrez du doigt ou vous mettez en danger tous les juifs dans leur ensemble, tout de suite, ce que je fais remarquer, c'est quand vous dénoncez la mafia sicilienne, est-ce que vous mettez en danger les Siciliens ou est-ce qu'au contraire, vous travaillez d'une certaine manière à les protéger? Parce que je rappelle que le petit peuple sicilien est la première victime de la mafia sicilienne. Donc on pourrait estimer aussi là que le vrai travail à faire pour certains membres de cette communauté qui sont inquiétés des conséquences que pourrait avoir l'affaire Epstein, au lieu d'essayer de la couvrir, d'Henri Canet ou de dire c'est les Russes, qui est quand même ridicule, et qui fait d'eux, pour le grand public qui commence à comprendre, qui fait d'eux des complices, il ferait mieux, au contraire, d'avoir un discours, tu sais, très, très net, en disant nous n'avons rien à voir avec ces gens-là, nous les condamnons totalement. Alors le problème, effectivement, qui survient immédiatement, c'est qu'Epstein, non seulement fait partie de cette communauté, j'essaye de plus prononcer le nom, mais se vante de faire partie de cette communauté et justifie cette turpitude par cette appartenance communautaire, parce qu'il exprime comme les valeurs fondamentales de cette communauté. C'est ça le vrai problème. Hein. Et c'est là qu'on découvre un terme que moi je connais bien et que j'ai été un des premiers à mettre en avant, puisque je l'arborais sur des t-shirts quand j'allais au tribunal il y a déjà pratiquement les années 2012-2013. C'est le terme de goy ou de goïm. Les gens sont en train de découvrir qu'il y a des gens qui appartiennent à une certaine communauté, qui serait le peuple élu selon eux, et dont la terre leur serait promise. C'est un peu les deux piliers ou les deux mamelles de cette idéologie, puisque si on est, moi je vais regarder ça d'un point de vue athée, c'est un système de valeurs, donc c'est une idéologie, et cette idéologie a deux piliers, nous sommes le peuple élu, la terre nous est promise. Hein, voilà. Et effectivement, ceux qui n'en sont pas, ils sont appelés des goïms. Voilà. Et visiblement, on aurait là une dimension de mépris racial radical, donc de racisme, qui est le vrai problème. Puisqu'en fait, il se trouve que pour des raisons pas de hasard historique, mais de réalité, aujourd'hui, les gens, notamment, qui ont en charge en France la gestion du racisme et de l'antiracisme, sont profondément liés à cette communauté. Donc donc on a un télescopage de contradictions flagrantes qui est très problématique à gérer. Et pour l'instant, c'est très mal géré. C'est-à-dire, c'est pas géré. C'est-à-dire que ça pète de partout. Et pour l'instant, oui, ça tient par le verrouillage, on va dire. Hein. C'est-à-dire, on essaye en France
de laisser ça aux réseaux sociaux et de dire en gros, on laisse ça aux complotistes, ça leur fait du bien, ils vont être contents. Et il y a même des gens qui disent, on sait les noms, hein, je pense que la fameuse bande comment ça s'appelle, fact-checker, là, j'aime pas quand c'est anglais, Rudy, Troisième Reichstag et Mendes France, sans France, qu'ils disent c'est embêtant l'affaire Epstein parce que ça donne raison aux complotistes, hein, et ça pourrait faire monter l'antisémitisme. Je crois qu'on en fait un petit peu des tonnes sur les fameux réseaux sociaux. Alors, je le comprends. Bien sûr, ça nous valorise, nous, les créateurs et les différents influenceurs qu'il y a sur Internet. Mais, avons-nous de l'impact sur le réel? La réponse est non, soyons honnêtes. Car dans toutes les études d'opinion, dans tous les micro-trottoirs, quand vous interrogez les gens sur différents sujets, sur la guerre en Ukraine, sur l'affaire Epstein, globalement, ils vont vous réciter quoi? Ils vont vous réciter ce que BFM, ce que France 2, ce que TF1 leur ont dit. Et puis, j'entends souvent dire la parole s'est libérée, c'est grâce aux réseaux sociaux. Alors, c'est à la fois vrai, mais c'est également totalement faux. Certes, la parole s'est libérée sur les réseaux sociaux. C'est vrai. Mais, globalement, à 90% de manière anonyme. D'accord? Tout le monde se cache sous des pseudos parce que tout le monde a peur que leur entourage, leurs collègues, leurs amis, savent leur véritable pensée politique. Et c'est justement ça le problème. La parole, effectivement, s'est libérée sur les réseaux sociaux de la part du grand public. Et puis, il y a de plus en plus, bien sûr, d'influenceurs, de chaînes, et ça, c'est une très bonne chose. Mais dans la vraie vie, au travail, en famille, avec vos amis, dans des soirées, vous entendez beaucoup la même chose que vous entendez sur les réseaux sociaux? Moi, jamais. Alors, je ne sais pas où vous êtes, et quand je dis où vous êtes, je ne parle pas de vous qui allez me regarder, mais je parle d'un point de vue collectif. Tous les gens que je vois énervés sur les réseaux sociaux, qui disent il faut qu'on se réunisse, il faut qu'on se bouge, il faut arrêter de subir, il faut se révolter, qui vous parlent de guerre civile, qui vous parlent de révolte. Ok, très bien, je suis totalement pour, et vous le savez. Le problème, dans la vraie vie, on ne voit absolument rien. Moi, dans la vraie vie, je ne croise jamais, enfin, en tout cas, je n'entends jamais les mêmes discours que je peux voir sur les réseaux sociaux de manière, j'y tiens, anonyme. Les réseaux sociaux, c'est un exutoire pour beaucoup de personnes qui ont peur, en fait. La plupart des gens se soumettent en permanence dans leur vie. Ils ont peur de ce que vont penser les autres et du regard de l'autre. Alors, effectivement, les réseaux sociaux, ça a fait du bien à beaucoup de personnes parce qu'ils ont pu se lâcher. Moi, je vois bien, par exemple, sur Instagram, si je mets une vidéo qui touche l'immigration, tout d'un coup, je vais avoir des commentaires de folie, il faut se battre, il faut résister, machin et trucs. Et en fait, dans la vraie vie, il ne se passe jamais rien. Donc, il faut faire attention à ce terme de décomplexion. Parce qu'on s'est décomplexé à moitié. C'est très facile derrière un écran, de manière anonyme, parce qu'on ne sait pas à qui on a affaire, c'est très facile de libérer sa parole. Dans la vraie vie, face à l'autre, c'est beaucoup plus compliqué. Et le jour où réellement on pourra dire qu'une partie de la société française s'est lâchée et n'a plus de complexe, c'est quand les Français seront capables, dans la vraie vie, c'est-à-dire dans la vie de tous les jours, d'affirmer qui ils sont. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.